Raptors Bucks. Dain contre Dino. Oui, Milwaukee contre Toronto. tout à fait, ça rime. Voilà. On s'installe peinard en vous faisant la bise. On fait un petit point sur ces finales de conférence. On démarre avec l'Est. Et puis les impatients, vous verrez, il y aura peut-être une vidéo sur la conférence Ouest aussi. Parce qu'il n'y a plus de finale de conférence à l'Ouest. Mais il y en a une qui est bien longue et qui est bien intense. Non, ce n'est pas ce à quoi vous pensez. On va parler justement de la finale de conférence entre Bucks et Raptors, puisque nous avons un Game 4 ce soir. Déjà 3 matchs qui se sont joués. Un match 3 assez épique, mine de rien. Et 2 premiers matchs qui étaient dans un autre type de registre. On va faire le point complet. Allez. C'est parti. Donc, pour ceux qui habiteraient dans une cave, il y a 2-1 pour Milwaukee au moment où nous tournons cette émission. Donc, demain, le score sera différent puisque match tellement crucial ce soir à la Scotiabank Arena. La on quoi va pouvoir. Là où ça Le Air Canada Center. Ah voilà, là. Oui, c'est ça. De Toronto, tout à fait. Air Canada Centre, je crois. Air Canada Centre. Ouais. Tout à fait. Et donc, c'est le Game 4. Il y avait 2-0. On va commencer de manière chronologique. Il y avait 2-0 en fait quand les Bucks se sont déplacés donc en terre canadienne. Et sur les 2 premiers matchs, tu ressentais l'anxiété, elle était vraiment palpable pour les Raptors au moment de retourner devant leur public. Oui, alors déjà, on peut commencer par revenir sur les 2 premiers matchs. Ouais. Qui sont, à mon sens, pas du tout les mêmes l'un et l'autre. Pour moi, il y a un premier match où pendant 3 quarts temps, 2 quarts temps, 3 quarts, presque 3 quarts temps, moi je suis devant mon écran, je fais genre, putain, Toronto, je vois les Bucks qui rentrent pas leur tir, je vois Toronto, je vois Kylori, c'est pas Kylori, c'est Stephen Curry, je vois Kawhi, c'est Kawhi, je vois un mauvais Marc Gasol, ok d'accord, mais je vois un très bon Serge Ibaka, enfin je vois beaucoup de choses, tu vois, intéressantes, et je vois des Bucks qui ont du mal mais qui continuent. Après bon, les choses ont fait que petit à petit, à partir du milieu du 3e quart jusqu'à la fin du match, les Bucks vont complètement rouler sur la fin de match et vont l'emporter. Mais je considère que ça a été un match serré. Ah, le Game 1, tout à fait, il est serré. Très disputé. Et c'est ce qui fait que Toronto, ils ont la haine à la fin du match. Et je suis là, je fais, oh putain, le 4e quart, comme ça. C'est un 7 comme ça va être bon. C'est bien ça. Et les Raptors avaient forcément la haine parce que quand tu perds ce match, alors que tu avais la possibilité d'en gagner un Milwaukee, comme Boston l'avait fait. Je prends mon ordi, c'est pour avoir des stats en Game 1 sous les yeux. Tout à fait. Au moment où on voit ce 4e quart-temps et où tu vois Toronto qui a réussi à mener un gros Lowry, il y a beaucoup de cases qui sont cochées, tu te dis putain, ils vont peut-être réussir à le faire. Et il y a déjà il y a la mixtape Brook Lopez qui est absolument folle sur le Game 1. Non, le match 1, le match 1. Oui, Brook Lopez qui est absolument fou. Oui, non, Brook Lopez est absolument fou sur le match 1. Et le 4e quart-temps des Bucks où on retrouve cette équipe de Milwaukee qui continue à impressionner des gens, mais les 2 pieds sur la pédale d'accélération, on met la pression en permanence sur l'adversaire. Disons que quelque part, sur ce match 1, tu te dis... Ah non mais Milwaukee, si tu regardes toutes les stats, tu fais putain, mais même quand Bledsoe est dégueu, que Mirotic ça rentre pas, que Giannis est plutôt bien tenu, que Middleton ça rentre pas, vas-y, c'est Brogdon et Brook Lopez qui te font la misère. Brook Lopez fait un match là tu te dis comment on bat Milwaukee en fait. Bien sûr, après tout en sachant que ça reste, on avait parlé nous chez Yahoo notamment, c'est le fait que ce soit un Game 1, donc c'est beaucoup de... on se renifle. Moi c'est ce que je me dis. Et après t'arrives au match 2 où là franchement c'est un blowout. Le match 2 il est clairement géré, total par les Bucks. Géré de chez géré. Ah mais depuis le début, la première minute. Ils ont exposé les points qu'on n'aime pas trop chez ce Toronto éventuel. C'est genre un Gasol qui sait pas où jouer. Le banc. Nick Nurse qui n'arrive pas à mettre en place des systèmes et qui fait bon les gars, filons la balle à Kawhi et puis voyons ce qu'il peut en sortir. Ouais. Et c'est bien, mais... Bien sûr, mais en soi, en fait, y en a plein qui ont vu le match en même temps que nous, c'était le dimanche soir, si je dis pas de bêtises, en direct. En soi, Toronto fait pas un match ultra dégueulasse, mais c'est juste que la première mi-temps de Milwaukee, elle est incroyable. Non. En fait, le truc, c'est qu'on avait vraiment, pour le coup, les Bucks, ils sont injouables sur les 24 premières minutes. Quand les tirs rentrent, on avait oublié qu'au Game 1... Bien sûr. Les Bucks se sont créés des tirs ouverts qui ne sont pas rentrés. Ouais. D'ailleurs, sur l'ensemble de cette série, parce qu'on va parler aussi du match 3, on peut pas dire que les Bucks shootent très très bien. Non, tu vois. bien sûr. Genre sur l'ensemble de cette série, là, je dois l'avoir. Sur le Game 2, quand même, sur le Game 2, même si en soi, au global, tu peux regarder les pourcentages et te dire, bon, ok, ils auraient pu un peu mieux. La première mi-temps, c'est une telle gifle que Ilya Sova prend des shoots sur une jambe, Malcolm Brogdon prend des pull-ups à 3 points, il en prend aussi, mais... Au Game 2, Milwaukee shoot bien. Non, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que, vu que tu disais en global, sur la série, ils sont pas top, mais Milwaukee sur Game 2, il n'y a rien à dire. Ce que je voulais dire, c'est que quand ils shootent bien,
c'est un blowout. Et quand il shoot pas trop bien, au bout de 2 matchs, bien sûr. tu gagnes à l'arrache. Ouais, bien sûr. Mais ça monte la marge de manœuvre des Raptors. Tu rentres au Air Canada Centre, tu fais putain, les Raptors, leur marge de manœuvre, elle est cobasse. Ouais. Et d'ailleurs, les Raptors ont fait un très bon match au Game 3, c'est-à-dire avec un meilleur Gasol, avec toujours un bon Kawhi, et tu as des Bucks qui ont... non, mais le scénar des Bucks, il est terrible. Giannis est plutôt bien tenu, même très bien tenu. Il fait un de ses pires matchs. Il fait un de ses 5 pires matchs de la maison. Middleton, ça continue comme dans la lignée de la série. Il shoot mal, ça rentre pas. Middleton pour l'instant. Après, il est envoyé tellement en mission sur Kawhi que forcément, il dépense beaucoup d'énergie. Tout à fait, mais ça rentre pas. Ils ont quand même besoin de ses points. Non, Bledsoe est catastrophique. Dégueu. Même Mirotic. Attends, Mirotic. En fait, sur le Game 3, beaucoup, hein. 3 sur 11, Mirotic sur le Game 3, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on le voit, Milwaukee, qui sur toutes les cases habituelles qu'on les voit, ça joue à un rythme qui n'est pas le leur, mais il y a quand même encore des mecs qui rentrent des shoots. Il y a Connaughton qui met ses shoots en première mi-temps, il y a Brogdon qui fait le boulot. Qui n'est pas le leur, excuse-moi. C'est le fait que sur les 2 premiers matchs, plutôt sur le Game 2. Le Game 2, on l'a dit, c'est une branlée, et donc c'est le rythme de jeu de Milwaukee où ça tabasse. Ils prennent des shoots en première intention, ils s'en battent les couilles. Ils en prennent plein la gueule, les Raptors. Il y a des ajustements qui se font, et le rythme de jeu juste du Game 3 est un peu plus à l'avantage de Toronto. C'est-à-dire que ça calme un peu et ça joue demi-terrain. Ce qui ne veut pas dire que Milwaukee... Malgré tout, tu gagnes d'extrême justesse. Tout à fait, ce que je veux dire, c'est que Milwaukee, ça veut pas dire qu'ils ne savent pas attaquer demi-terrain, c'est juste que, pour le coup, c'est comme ça aussi que tu ralentis Giannis, qui fait un match moyen. Il y a eu des ajustements, on a vu... Pas de changement dans le 5 majeur, finalement il a gardé Gasol et Siakam. Nick Nurse il a fait non mais c'était une feinte, on va garder ça. Mais tu as quand même Kawhi qui passe en défense sur Giannis, en défenseur principal. Et donc du coup ça ralentit quand même pas mal la pace des Bucks qui vont être beaucoup obligés de prendre des shoots, parfois ouverts, mais parfois aussi un peu plus compliqués. Donc c'est en ça que notamment un des objectifs de Toronto sur le Game 4, c'est de garder ce rythme de jeu où Milwaukee ne va pas te punir comme au Game 2 où dès qu'ils ont un rebond, ils prennent des shoots à 8 mètres en s'en battant les couilles. Tu peux pas... Je pense qu'à part peut-être les Warriors, peut-être d'ailleurs qu'on aura l'occasion de le voir en finale, on verra, c'est pas encore joué tout ça. À part peut-être les Warriors, personne ne peut jouer à ça avec Milwaukee. Le jeu rapide ? Ils tapent trop fort. Ils tapent trop fort. Ah oui, bien sûr. Et même quand leur tir rentre pas, ils scorent beaucoup. C'est-à-dire que Milwaukee met genre 115 points par match en fait depuis le début de cette série. Alors qu'ils shootent pas très bien. Ouais, ils shootent pas très bien. Ils ont bien shooté au Game 2, mais pas tout le monde, et sinon ils shootent pas très bien. Il y a toujours un mec qui sort de la boîte. Ça qui est fou. Il y a toujours un mec. Oui, mais tu vois, genre depuis le début de la série, Giannis, il est à 42% au tir. Là, je les ai sous les yeux. Middleton, il est à 33% au tir. C'est pas beau. Mais à chaque match, il y a un mec qui sort. Et puis attends, depuis Game 1, t'as Brook Lopez, Game 2, depuis le début de la série, il y a une petite constante en sortie de banc qui s'appelle Malcolm Brogdon aussi. Oui, bien sûr. Qui était pas là avant, et puis mine de rien, c'est quand même vachement bien d'avoir ça sur le banc. Bien sûr. Je pense que le banc de Milwaukee est en train d'outplay le banc de Toronto d'une manière assez violente quand même. Mais pourtant, sur le Game 3, on a vu que dès qu'ils ont tenu le regard, parce que Norman Powell fait un match monstrueux à domicile, le fait que lui puisse tenir et que enfin, en fin de match, Fred VanVleet, qui fait transpirer les fans des Raptors dès qu'il est sur le terrain, si je peux me permettre, il a réussi à rentrer un gros shoot à 3 en fin de rencontre. C'est le seul match où le banc de Toronto vraiment tient contre ce Milwaukee. Il tient, puisqu'il y a un seul joueur à lui seul, Norman Powell, qui fait la contribution au-delà des stats, Au-delà des stats, juste dans l'impact de Norman Powell sur la rencontre, même l'impact d'Ibaka, parce que si on regarde juste les stats, on se dit Ibaka il a pas fait un match incroyable, mais il a été quand même impactant. Je suis d'accord, mais au-delà, je veux bien qu'on dise au-delà des stats, mais là t'as quand même genre plus de 50 points du banc des Bucks sur ce match. Bien sûr, et mais en face t'en as combien? 27. Tu as de la moitié. Bien sûr, mais c'est juste que si tu regardes, c'est quand même une vraie différence, 25 points d'écart sur un match par les bancs. Mais c'est juste que sur les 2 premiers matchs, le banc tabasse vraiment Toronto et que pour une fois que la production de Toronto est juste dans l'impact, les mecs arrivent à jouer, ça permet de s'équilibrer un peu. Et donc s'il y a bataille après entre les 5 majeurs, t'as un Giannis qui est pas très bon, on l'a dit, un Bledsoe et un Middleton, il te suffit que Siakam se réveille enfin. Et Gasol il démarre sa série, et Gasol aussi. Pour moi ça s'est surtout joué sur le 5 majeur, le Game 3, pour la victoire de Toronto, je trouve. Tout à fait. Bien plus que sur le banc. Mais sur la suite de la série, on a déjà parlé en preview, si notamment le banc continue à se faire défoncer sur les Game 1 et 2, ça va aller très vite pour les Raptors. Et donc là, sur le match de ce soir, il faudra surveiller parce que Fred VanVleet, il a mis un tir, genre. Bien sûr, franchement, il est ça a été hyper compliqué, mais Norman Powell, il va falloir qu'il refasse le même taf, ce qui est compliqué parce qu'il fait un de ses matchs de sa life. Ibaka, qui donc n'a finalement pas été intégré dans le 5 majeur, il faudra qu'il ait aussi un bon impact, parce que lui aussi en intensité physique, il peut apporter. Ouais, au rebond, en défense. En défense. Tout à fait, il peut rentrer quelques tirs aussi. Mais il faut que Nick Nurse trouve la solution. Moi, c'est surtout la question. Ce qui m'étonne un peu, c'est comment ça se fait
que Toronto continue à bombarder sur Van Fleet, qui a été capable d'aider, hein. On l'a vu notamment sur le Game 7, si je dis pas de bêtises, face aux Sixers. Comment ça se fait que Jeremy Lin reste en affaire de ville? Alors enfin, ça, en affaire de ville, il reste en warm-up, quoi. Ouais, je suis d'accord. J'aurais tendance à dire aussi pourquoi Nick Nurse il essayait pas Jeremy Lin. Après, des coachs qui cassent tout comme ça en finale de conf, c'est pas souvent. Qui casse une rotation. Bien sûr. Tu vois, genre bah non, Van Vliet c'est fini. Il y a peu de coachs qui sont capables de faire ça. J'ai déjà vu Popovich le faire. J'ai déjà vu Phil Jackson le faire aussi. Bah peut-être que ça manque. Mais peut-être que ça manque, mais en même temps on fait référence à des mecs qui sont peut-être. Je veux dire, Nick Nurse, déjà il essaye de trouver avec son 5 majeur les bons équilibres. Ensuite il essaye de trouver comment faire. Parce que moi je trouve que ça se repose un petit peu trop sur Kawhi. Oui, bah de toute façon. Et donc je trouve que Kawhi, il est extraordinaire. Hein. Genre il a été extraordinaire contre les Sixers. Là contre les Bucks, il est monstrueux encore, je trouve. Et sur le Game 3 avec une jambe en moins. Et je le trouve incroyable Kawhi pour créer son propre tir. Je le trouve pas si ouf que ça pour créer pour les copains. Ouais, ça c'est pas ouf. Tu vois, non mais c'est normal, en même temps c'est pas son jeu à la base. Et donc du coup je trouve que de s'en remettre trop à Kawhi, le problème c'est quand le tir de Kawhi rentre pas, c'est qui en fait qui, quand Kawhi sort du terrain ou quand Kawhi donne une petite période, un tout petit peu, une petite séquence un peu de moins bien avec quelques tirs ratés, Toronto souvent a du mal dans ces moments-là. Bah, là où Milwaukee arrive à vivre même quand Giannis ne rentre pas ses tirs. Bah, c'est là qu'ils ou ont même pu quand compter... il fait des airballs au lancer, ce que tu veux quoi. C'est là qu'ils ont pu compter notamment sur Siakam et Gasol, qui est là, le gros réveil. Ouais. Sur le Game 3, c'est quand même le réveil du front de courte de Toronto, où Gasol démarre extrêmement bien son match. Siakam, parfois un peu tête baissée, mais il est déterminant parce qu'il a réussi à rentrer un peu dans la gueule de Giannis, notamment quand il défendait sur lui. Et c'est dans ces situations-là où quand Kawhi ne marquait pas, ils ont pu faire confiance à quelqu'un de nouveau. Ce qui me fait juste chier, c'est comment se fait-il, si je dis pas de bêtises vu que tu as les stats sous les yeux, que Jody Mix joue et pas un mec comme Jeremy par exemple. Il est hors de la rotation depuis longtemps, mais là t'es mené là. Ouais, et puis honnêtement, l'agressivité de Jeremy Lin, quand tu vois ce que George Hill et Malcolm Brogdon arrivent à faire de l'autre côté, tu te dis pourquoi pas tenter un petit Jeremy Lin. Tu fais un peu d'XP quoi, Jeremy Lin. C'est là où Budenholzer est vraiment dans la continuité de sa saison et il continue à piocher dans son banc et à faire confiance à ses mecs. Tu vois, genre Giannis lâche des minutes, enfin tu vois, genre Giannis joue quand même beaucoup moins que Kawhi, hein. Non, bien sûr. Ouais, mais ça, c'est... Ah bah ça montre la profondeur juste de l'effectif et l'utilisation tout à fait des joueurs de Bud. Maintenant, sur le match de ce soir... Bah déjà, ce qui est bien pour les Raptors, c'est que ce match 3 à l'arraché, ils l'ont gagné. Bien sûr. Parce qu'attention, hein, en double ils ont été à 2 doigts de le perdre. Ah bah il a été à 15 doigts de le perdre, clairement. Tu vois, s'ils le perdent, celui-là... ça a été violent, bien sûr. L'enfer pour eux. Et donc ils l'ont gagné. Et Milwaukee a eu plein d'opportunités de le remporter. Ah oui, tout à fait. Le shoot de Middleton. Milwaukee aurait pu le gagner. Tout à fait d'accord. Le shoot un peu croque de Middleton. Ah bah grave croque, après il se rattrape au coup d'après, il marque et tout, enfin bon bref. En tout cas, Toronto l'a gagné, à l'arraché. Toronto, ça va leur faire forcément du bien au moral. Maintenant, si t'es Milwaukee et que t'arrives pour le Game 4, tu fais, attendez les gars, genre normalement, Milwaukee, après les Raptors, ça veut pas dire que les Raptors n'ont aucune chance, hein, mais Milwaukee va débarquer au Game 4 en mode... Ouais, calmos, tranquille. Si on fait un match normal, genre si on fait un match normal et puis que Middleton et Giannis sont à peu près un peu mieux au tir, et puis que ce coup-ci c'est pas Brogdon mais c'est Mirotic ou Brook Lopez et puis machin là, il y a pas de raison, on continue à être intense, on continue à tabasser au rebond, on continue à tabasser dès qu'on a un peu de transition et on essaye de verrouiller au mieux. En fait, ils verrouillent pas tant que ça Kawhi, enfin ils défendent sur lui, mais ils doublent pas trop. Ce qui est bien stratégiquement. Finalement, ils essaient de gêner les autres. Et je trouve que ça, c'est un truc que Milwaukee, par rapport à Philadelphie, parce que Philadelphie est capable de très bien défendre aussi. Mais je trouve que là, Milwaukee, sur les 3 premiers matchs de cette série, je trouve ils ont bien gêné les pénétrations de Toronto. C'est-à-dire que... Tout ce qui est Siakam et Powell, les pauvres, ils étaient obligés les 2 premiers matchs de pas pénétrer. Quoi. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas forcément de la protection de cercle à la Philadelphie ou à la Utah qui ont des pivots comme Embiid et Gobert qui sont capables de protéger le cercle en cas de pénétration. Là, c'est plus de non, on te laisse pas pénétrer en fait. C'est des défenseurs sur l'homme quoi. Et en même temps, ils ont réussi à faire ça depuis la ligne à 3 points. Ce qui leur permet de bien défendre le périmètre en même temps. Enfin, franchement... Il y a un nombre de shoots qui sont pris par les Raptors où il y avait des... quand ça rentrait, parce que les Raptors ils disaient putain là si on marque pas on va se faire sanctionner direct derrière. Tu vois, et donc ça c'est vraiment très intéressant. De l'autre côté, ce qui est très intéressant pour les Raptors, c'est comme tu le disais, de mettre enfin, pas le choix je pense, tu mets Kawhi sur Giannis, ça va être hyper intéressant de regarder ce soir, et tu mets du Siakam effectivement, et c'est vachement intéressant de voir jusqu'à quel point ils peuvent le contenir, et jusqu'à quel point ils peuvent
Même si c'est pas facile, parce qu'on voit que Giannis, du haut de ses 24 ans, même quand il est bien contenu, putain, il lâche 6 passes d'ess par match l'autre, et il prend combien de rebonds il a pris au Game 3 c'est ça. Bah, il fait son pire match de la saison, c'est un 12-23, 7-4-2. Et en défense, il était fou. Il est bien défendu, donc il a du mal à peser au scoring, mais il pèse partout. Il défend, il contre, il prend des rebonds, il fait des passes il est fou. Ouais. Il attire les défenses, enfin bref. Bien sûr. Après, sur le match, justement, le 3 et en prévision du 4, dans l'intensité, moi je l'ai trouvé vraiment un cran en dessous. Je sais pas ce qu'il avait, mais Giannis. Oui. En attaque, juste offensivement, il était pas trop. Je suis d'accord. Que ce soit parce que c'était la défense de Toronto, mais même il y a eu des faut créditer la défense de Toronto là-dessus. Mais il y a eu des au-delà de c'est bon, tu peux lâcher un airball au lancer, c'est pas un problème, mais il y a eu vraiment des moments où ça m'étonnait en fait qu'il y ait vraiment plusieurs séquences, en regardant même en replay, que tu vois Milwaukee faire par exemple potentiellement une mauvaise attaque et un shoot qui est loupé, et le repli défensif de Giannis par exemple était un peu tête baissée. Ça a été un marathon. Oui. Mais franchement... Mais peut-être aussi, attends Bastien, il faut aussi prendre en compte le fait que les matchs s'enchaînent. Oui, mais attends, Giannis est un freak. Non, attends. Il a le droit de temps en temps d'avoir... Je sais pas, il s'est peut-être moins bien préparé, peut-être qu'il avait fait caca mou le matin, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, mais voilà, il a eu un match un peu moins dedans. Mais on garde la même... Et donc avec Giannis moins dedans, Middleton qui chute dégueulasse, tu perds en double tir. Mais on garde la même... tout à fait, mais on garde la même approche qu'on a toujours eu, c'est-à-dire que moi, même si Giannis, du haut de ses 24 ou 37 ou 26, etc., il fait un mauvais match, je trouve que c'est bien aussi de le mettre en avant, parce que là, il va être attendu sur le Game 4, surtout si Toronto a prévu un nouveau plan défensif avec Kawhi dessus. Ça l'a pas mal gêné. Kawhi, il y avait beaucoup de séquences où il disait attends, vas-y, tu sais quoi, shoot à mi-distance et shoot à 3 points. Oui, par contre, moi, ce qui me fait peur dans ce plan-là, c'est que toute cette énergie que va mettre Kawhi est un surhomme, hein, mais toute cette énergie qu'il va mettre sur Giannis, parce que là, il faut de l'énergie quand même, peut-être ça peut le pénaliser en attaque, et j'ai un peu peur pour l'attaque de Toronto, qui, je trouve, dépend beaucoup de Kawhi. Alors que l'attaque de Milwaukee, finalement, est beaucoup plus répartie, on le voit, on n'arrête pas de le dire, genre... S'il y a un Middleton game, je sais même pas comment les Raptors peuvent gagner. Bah c'est à ce moment-là je demande en fait. Bah c'est à ce moment-là qu'ils ont pu compter pour une fois sur le game 3 sur un scoring un peu plus réparti. De Siakam, un peu de Gasol, un peu de Lowry. De Powell. Non, c'est vrai. Lowry, je sais pas combien il a. Si, il a 15 ou 16 points, hein. Non 11 points. Il a 11 points, il y a surtout Powell qui a apporté. Il a pris que 7 tirs là. Ouais. C'est Danny Green qui a beaucoup de mal dans cette série. Ouais, Danny, il a pas mis un shoot. Après, on le sait, l'autre, il est expérimenté comme jamais. Donc mais même en défense, je trouve qu'il a du mal parce que je trouve qu'il pèse pas. C'est pas ça. C'est pas une série pour lui là-dessus parce qu'il a pas un go-to gars à vraiment stopper, quoi. Middleton. Si Kawhi se met vraiment sur Giannis, il va devoir s'y coller encore plus. Parce que jusqu'à maintenant, Middleton, il avait Kawhi au slip. Et si Middleton se met à scorer grâce au changement, genre ça va être vachement intéressant ce Game 4 parce que Toronto, c'est génial pour eux d'avoir gagné le Game 3. Mentalement, ça va leur faire évidemment un bien fou. Ensuite, ça va montrer à Nick Nurse peut-être quelques voies à suivre. Est-ce qu'il va se décider ou pas à nous sortir du Jérémy Lin en cours de série? Je te cache pas que moi j'ai des doutes. Non, moi je crois pas. Maintenant, pour les joueurs, c'est très important. Ils ont besoin d'un bon Gasol. Merde, Marco, il peut pas jouer comme au Game 1 et 2, quoi. Il peut pas. Tout à fait. Sur le 3, il fait un match très bon. Voilà. Mais il a de la marge. Enfin, je veux dire, il peut faire encore mieux. Il peut pas se faire outplay par Brook Lopez. Merde, quoi. Pas toute la série. Bien sûr. Sur un match, ok, mais c'est tout. Siakam peut refaire à peu près la même chose. Ouais. Il peut, parce que statistiquement, il peut. Et il a vraiment perdu des ballons et fait des pénétrations un peu dégueulasses par moment. Il peut mieux jouer, Siakam. Donc ça se joue en fait sur le rythme. Donc évidemment le rythme, Toronto doit faire en sorte que ça joue le plus possible sur demi-terrain. Et encore que de temps en temps, moi j'aimerais bien qu'ils pushent un peu la balle eux en attaque parce que je trouve que la défense sur demi-terrain de Milwaukee est très bonne également. Et que finalement d'avoir des Lowry lancés ou des Siakam lancés, franchement ça leur ferait pas de mal à la confiance à ces mecs-là, tu vois. Donc ça, des fois je trouve que sur certaines séquences, je trouve qu'ils auraient pu pusher. Genre, tu sais, des trucs pas évidents. En fait, c'est du 3 contre 3, mais peut-être, en fait, c'est un 3 contre 3 qui t'arrange parce que justement, Siakam, il arrive lancé ou quoi. Moi, je les jouerais un peu plus perso. Après, bon, voilà. Et ensuite, côté Milwaukee, je trouve que ça se joue beaucoup à. Faut continuer à jouer, faut continuer à avoir confiance. Et si les tirs se mettent à un peu plus rentrer. Non, bien sûr. Mais tu le vois aussi que certains sont cabochés et pas les autres, quoi. Enfin, je veux dire, Milwaukee a joué que 9 matchs. Sur l'ensemble de ses playoffs, enfin avant la série. Siakam, il y a un avant, un après blessure au mollet quand même. Et il y a Toronto, il y a un avant, pour Siakam, il y a un avant après blessure au mollet et là il fait un très bon match. Kawhi, il a quelque chose de sérieux ou pas? Kawhi, il y a eu
cuisse, ou du moins la jambe qui a un peu claqué en début de Game 3, Lauri joue avec une main en moins. La jambe qui a un peu claqué, c'est-à-dire ? Il a fait un dunk en début de match et quand il a atterri, il a grimacé et du coup il a grimacé pendant 52 minutes. Donc après, c'est Kawhi, et il va prendre une dose de cheval et il va être chaud ce soir pour se donner à fond parce que c'est un compétiteur de dingue. Là, il l'a montré sur le Game 3. Lauri joue avec une main en moins. Il le montre depuis le début des playoffs. Tout à fait. Mais je veux dire là, Kawhi est vrai. Il est en train de salir les playoffs. Tout à fait. Mais il s'est fait vraiment mal là sur le Game 3. Oui, et c'est Lauri. Ça, c'est embêtant. Lauri, c'est le pouce. Lauri, c'est le pouce. Ça, c'est dès le Game 1. Hein. Bah oui, mais ça l'empêche du coup de pouvoir shooter efficacement. Au Game 1, ça l'a pas empêché de foutre 30 points. Hein. Tout à fait. Mais là, vraiment, là, sur le Game 3, quand tu le voyais un petit peu, il se regardait souvent le poignet, il avait souvent du mal, il a eu des soucis avec les fautes, et donc du coup, ça fait un All-Star expérimenté en moins qui joue. Je sais que ça en fait marrer certains All-Stars, mais il n'empêche qu'il a le statut. Et du coup, il faudra que lui fasse son boulot parce qu'ils sont un peu. Tu avais l'impression là sur le Game 3 que Toronto a rampé vers la victoire. Ah, bah c'est clairement ça. Ils ont rampé totalement. Et ils l'ont arraché. Bien sûr, mais il faut qu'ils prennent tous un giga café avant le match parce que là, il y en a combien qui sont un peu blessés. Non, mais alors que Milwaukee, eux, les 2 premiers matchs, ils les ont pris. Ouais, le Game 2 surtout. Ouais, mais même le Game 1. Le Game 1 aussi. À partir de la moitié du 3e quart, ils prennent le match. Ouais, quand t'es devant ton écran, tu fais ok, d'accord. Oh là 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 là. Waouh. Oui, le Game 2, oui. Mais clairement, genre. Et le Game 3, Toronto, mais c'est justement. Mais c'est pas pour ça qu'elle vaut pas moins, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, d'arracher des matchs comme ça, ça peut rentrer dans la tête des Bucks. Bien sûr. Ça peut faire beaucoup de bien aux Raptors. Et si les Raptors gagnent cette nuit, bah t'es à 2-2 et puis bah attention. Bien sûr. Game 5 à Milwaukee. Hein. Bien sûr. Et de toute façon, pour les fans des Bucks évidemment qui se faisaient un peu chier jusque-là en playoff, première défaite en déplacement. Hein. Les mecs ils ont sweepé Détroit à Détroit, ils ont sweepé entre guillemets les Celtics au TD Garden. C'est la première fois qu'ils perdent en fait en déplacement. Donc c'est là aussi que ça va être hyper intéressant de voir en tant qu'approche parce que personne ne doute du fait que Giannis et les mecs vont se ramener avec le couteau entre les dents. Mais là, il y a de l'ajustement à faire. Moi, j'ai très hâte de voir comment Giannis va jouer ce soir parce que je crois qu'il va rien ajuster du tout. Moi, je crois qu'ils vont jouer pareil. Ils vont rien changer. Ils vont jouer pareil. Bah, en tout cas, le même basket. Dans l'approche, je trouve que dans l'intensité, Giannis, moi, j'attends plus. Il y a eu un match off. Ouais, bien sûr. Ouais, bah, c'est juste une histoire d'intensité. C'est juste une histoire de se mettre des baffes avant le match. Et bien sûr. Tu vois, c'est ça. C'est juste ça. Je vois que tu répètes pas mal ça. C'est juste que si on tabasse des mecs qu'on a pu voir comme les Paul George, les Westbrook et d'autres stars sur lesquels on a envie de mettre le même niveau de plateforme, on a envie de mettre Giannis dessus. Quand on tabasse Westbrook, faut aussi qu'on dise s'il y a un match off de Giannis. Là, son match est mauvais, je trouve, même s'il a été intense en défense. Mais donc, certes, tu as la possibilité d'avoir un match off, mais il faut que tu te rattrapes tout de suite. Oui, voilà, c'est ça, et ça, c'est le calibre des MVP et des grandes stars. S'il y arrive, il n'y aura pas grand chose à dire. S'il fait un deuxième match où offensivement il est un peu tenu et que Milwaukee perd, bien sûr. C'est ça aussi le truc. Tout à fait. Parce que là, si Milwaukee avait gagné ce match à l'arraché, si Middleton fait pas le con et que ça se trouve ça gagne à l'arraché, bah en fait on en parlera tout de suite beaucoup moins du match off de Giannis. On en parlerait moins, oui. Bah, on en parlerait moins, logique, bah, normal, tu vois, tu gagnes. Donc c'est surtout ça. C'est le vrai défi de Milwaukee, il est là. Il est pour Giannis d'éviter de nous faire plusieurs matchs off parce que Milwaukee a archi besoin de lui, évidemment, et qu'on va finir par lui tomber dessus s'il fait plusieurs matchs off de suite. Enfin pour l'instant, tu vois, c'est playoff à Giannis, ça. Hein. Il y a le game 1 contre il y a le game 1 contre Boston. Il y a un game 3 peut-être contre Détroit, je crois qu'il y a un game contre Détroit, mais enfin bon, c'est des blowouts, tout ça, donc c'est dur à jauger. Non, bien sûr. C'est dur. Détroit, je le mets à part parce que le mec joue 26 minutes. Bien sûr. Et il y a ce match 1 contre les Celtics et ce match-là 3 contre les Raptors. Il faut bien sûr, il faut qu'il se rattrape ce soir. Ouais, bien sûr. En tant que probable MVP à qui le trophée sera décerné, désolé les fans des Rockets, mais normalement là au NBA Awards, il va récupérer son trophée. Il faut la montrer âge ou pas, 24 piges ou pas, que tu fais partie de l'élite, quoi. Ah mais grave, de toute façon on va le surveiller de près, hein. Et surtout si c'est Kawhi qui défend dessus à chaque possession ou presque. Je pense que ça c'est sûr, ils vont continuer. Hein. Tu crois qu'il va le défendre tout le match? Bah ouais. Putain, c'est tellement chaud de faire ça. Mais après, bon, il y a défendre, mais... Ah mais après il y a des switches, il y a des machins. Hein. En plus c'est même pas tant que ça, c'est surtout qu'en fait Kawhi oriente. Et c'est là où là-dessus il est incroyable, c'est que il y a beaucoup de situations en fait où Giannis il se retrouvait dans des zones non préférentielles parce que Kawhi en fait t'oriente vers les bonnes aides, vers Gasol, vers Siakam. Donc certes il est envoyé en défense, mais combien de fois sur le... Il est en premier rempart, quoi. Tout à fait, et combien de fois sur le match on le voit, et c'est ça qui m'avait énervé avec Giannis, où Kawhi il va laisser 2-3 mètres,
Et Giannis, il va prendre des 3 points. Et c'est un jeu d'échec un peu mental du genre, mais vas-y, prends-les tes 3 points. Si tu fais 3 sur 4, dommage, shame on me, mais c'est un des seuls paris que peut avoir la planète basket et surtout les Raptors sur cette série. Il faut laisser Giannis shooter à mi-distance. Et moins de lancers d'ailleurs. Parce qu'il a eu 7 lancers sur le match, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et le premier était dans le 4e quart-temps. Ce qui est un exploit. Et puis il faut espérer que les autres vont pas, que personne trop va prendre feu autour. Ouais. Ah oui. Non, bien sûr, mais je rappelle que Middleton fait pas du tout sa série pour l'instant en attaque. Ouais. Middleton, il doit être à 10 points par match pour l'instant depuis le début de la série. Tu te rends compte ? Non, bien sûr, Middleton, il est pas... c'était ton... C'était mon gars, c'était mon joueur à suivre. S'il s'y met, c'est terminé. S'il s'y met, c'est terminé. On voit bien que si Middleton se met à tourner à 18 points par match, il n'y a pas grand-chose à dire. Les Raptors, ça va vraiment être galère. Et il faut que Bledsoe aussi s'y mette gentiment, parce que sur la match-up, il peut l'avoir. Pour l'instant, Bledsoe, il se fait manger par Lauri, je trouve. Ouais. Par contre, il a George Hill derrière. C'est-à-dire que sur la match-up des meneurs, c'est quand même Milwaukee que je mets devant en fait. C'est en ça que Nick Nurse, putain. C'est là que Nick Nurse, je trouve bizarre. Van Fleet, j'aime bien, mais moi, honnêtement, en ce moment, et puis il y a l'électron Brogdon sur les exters. Dès que Van Fleet rentre sur le terrain, moi, ça m'angoisse. Il a eu combien de minutes, Van Fleet, sur ce match ? Lequel ? Le 3 là ? Ouais. C'est celui-là le 3 31 minutes, descend là. C'est celui-là, c'est le 3 ou pas ? Oui, c'est le 3. Me dis pas qu'il a joué plus de 30 minutes. 31 minutes, monsieur Fred VanVleet. Et un très très joli 1 sur 11 au tir. 1 sur 11. Après, il manque pas de culot et d'envie de créer, mais 31 minutes, c'est trop pour 31 lui. minutes de Van Fleet, c'est too much. Surtout qu'en face, les Brogdon et les Hill lui en font voir de toutes les couleurs. Tu te rends compte que Budenholzer se permet par moment de mettre Brogdon sur Kawhi ? Ce qui est pas idiot d'ailleurs. Non, oui, c'est bien. T'as pas de c'est pas idiot. Bah pareil, hein, il force au maximum et puis s'il score, tant pis. Hein. Il a quoi, 11 sur 25 au shoot, Kawhi ? Il empêche... Ouais, ça va, hein. T'es content ? Ah bah t'as fait pire que ton boulot. C'est super, hein. Parce qu'il a mis 36 points en 25 shoots. Non, puis en fait, Kawhi, il peut pas trop passer Brogdon. Du coup, il shoot. Ah non, mais Milwaukee connaît son plan de jeu. Hein. Ça va être un sacré match 4. Faut que Toronto... Ton pronostic sur le match 4 ? On retourne à Milwaukee à 2-2. On retourne à Milwaukee à 2-2 avec encore un gros front de courte bien comme il faut. Et puis merde. Moi aussi je pense qu'on retourne à Milwaukee à 2-2. À 2-2 ? Ouais, je pense, ouais. Factor X ? Je sais pas, il y a tellement, c'est que des Factor X quasiment les mecs. Allez, Danny Green va. Mais je garde mon 4-3 final. Hein. Je crois que j'avais dit 4-3 Bucks. Oui, moi j'ai dit 4-3 Raptors. Toi t'as dit Raptors, c'est sûr, je sais plus ce que t'as dit. Mais j'ai l'impression que Toronto, avec son public, que ce match arraché va leur faire quand même beaucoup de bien au mental. Ouais. Que Gasol va peut-être se lancer en face à série. Et puis surtout... Bah là, il l'a lancé vraiment au Game 3. Oui, mais voilà, il l'a lancé au Game 3 et il confirme. Lui aussi. Genre, moi, je veux pas avoir que le Game 3 et derrière le Game 4 rebelote, tu vois. Bien sûr, on parlait d'Yanis, mais il y a Gasol aussi, il y a Lauri aussi, il y a Ibaka, Kawhi aussi. Kawhi n'a encore jamais eu de match vraiment off. Ouais. Ah, on est d'accord. Hein. Ah oui, il n'a pas fait de mauvais match, Kawhi encore. Faudrait pas que ça arrive, hein, parce que le jour où ça arrive, ça, attention. Bah c'est ça. Ça, par contre, là, Toronto, je leur donne pas une seule chance de gagner un match. Faut surveiller sans un gros Kawhi. Et de toute façon, on l'a autant vu. Milwaukee peut gagner avec un Giannis middle, bien autant sûr. Avec Toronto, Kawhi middle, j'y crois pas. Bah c'est ça. Ça montre la marge d'erreur tellement fine des Raptors. Moins marge d'erreur du côté Raptors, j'avoue. Côté Toronto, là, tu peux pas te permettre d'erreur. Il faut faire le match parfait et surtout continuer à espérer qu'il y en a certains qui soient off, quoi, du côté de Milwaukee. C'est un peu de l'espoir. Ouais, c'est ça. Faut pas que ça rentre trop. Bon, écoute, ok. Donc Milwaukee est quand même en patron pour l'instant, sur ce début de série. Non, impressionnant. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur le Game 2, c'est... Refaites-vous, hein, si vous pouvez, la première mi-temps de Milwaukee. Le Game 2, c'est d'une violence. En fait, c'est là que, notamment, on en reparlera, peut-être d'ici une dizaine de jours, mais quand Milwaukee est capable de jouer comme ça... Il y a qui peut les battre, en fait ? Ça peut nous donner un joli mois de juin. Ouais, ça peut nous donner des finales. Après, on sait aussi que ça peut aller très vite de l'autre côté. Oui, mais putain. Milwaukee, là, en patron, on les attend ce soir. C'est à 2h30 du matin, je crois, si je dis pas de bêtises. À regarder, hein. Là, c'est vraiment soit mettre la pression sur les Bucks au moment où ils retournent à domicile, soit un petit peu la mise à mort, un petit peu et tu retournes à Milwaukee. Bon, ça, c'est les portes de l'enfer. Hein. Donc, balancez-nous vos pronostics pour ce soir, et puis nous, après, on va enchaîner avec la conférence Ouest. Ciao, ciao. À tout de suite, ciao.